Les experts basket saison 3, épisode 5, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Monaco Info, toujours en compagnie d'Ali Traoré. Bonjour mon cher Ali. Bonjour très cher. J'ai ouï dire que vous avez un nouvel objectif dans la vie, est-ce qu'on peut en parler avant de débuter cette émission ? Ah oui, j'ai envie de me faire du mal, donc je suis en train de réfléchir à faire un marathon dans 1 an. D'accord, comment cette idée est-elle venue ? Crise de la quarantaine. D'accord, voilà. Mais est-ce que vous êtes toujours prêt pour un débrief quand même ? Bien sûr, toujours, avec plaisir. On attaque par le débrief. 5 matchs à débriefer Ali, cette quinzaine et 3 du coup d'Euroleague, 2 de Betclic Elite. Avant d'entamer le road trip actuel, la Roca Team a débuté par un match à domicile face à Paris et cette défaite 80-87. Comment est-ce que vous analysez cette défaite où Monaco s'est fait surprendre à la maison par le Paris Basket ? Une victoire très convaincante de Paris, emmenée par un TJ Short de gala qui a 38 dévals. Moi je suis vraiment impressionné par le fait qu'il arrive à être aussi bon en étant 0 à 3 points. Je pense qu'il en a mis 1, je crois que c'est le seul de la saison. Donc clairement, TJ Short, il a porté l'équipe et Paris a imposé son rythme à Monaco. Et on sait très bien que c'est une équipe qui veut jouer au tempo. Et clairement, Monaco s'est fait prendre dans le rythme parisien. Quand Paris met un 14-2 d'entrée à la Roca Team, c'est dur de revenir pour Monaco quand on prend un tel run d'entrée ? Oui, bien sûr, surtout qu'on l'a dit, c'est une équipe de Paris qui n'arrête pas. Si jamais ils font un run très très rapidement, c'est dur de repasser devant parce qu'ils peuvent scorer très très vite. C'est une équipe qui n'a pas de limite au niveau du shoot à 3 points, qui peuvent shooter en première intention. Et comme ce soir-là, ils étaient plutôt à droit, franchement, c'est trop dur de revenir. On se souvient justement d'une stat assez folle où ils avaient pris, je crois, 52 tirs à 3 points du côté du Bayern. Dans un match comme ça, c'est incroyable dans une stat comme ça. C'est incroyable. Et pour le coup, ils n'avaient pas eu autant de réussite qu'à Monaco. C'est clairement pas le basket que j'apprécie, mais effectivement, c'est vraiment particulier de voir un jeu aussi débridé en Europe. On reviendra sur le tir à 3 points, mais côté monégasque un petit peu plus tard dans cette émission. On va donc parler de ce road trip actuel qui avait bien commencé pour Monaco. Toujours compliqué de s'imposer à Belgrade, ils l'ont fait du côté du Partizan, une victoire 79-74. Est-ce qu'on peut dire que la première mi-temps notamment était peut-être une première mi-temps référence depuis le début de saison ? Oui, bien sûr, mais surtout, regardez le score final, 74 points encaissés à l'extérieur, c'est la formule pour gagner à l'extérieur en Euroleague. On ne peut pas se permettre d'avoir un shoot-out, un concours de shoot à l'extérieur. Donc Monaco est venu avec les bonnes idées, les bonnes ambitions défensives d'abord, et ensuite le talent individuel des monstres là a fait le travail. 48 points, justement, pour le trio Diallo, Okobo, James. Les patrons, les tauliers ont répondu présent dans ce match qui était un petit peu charnière quand même. C'était bien de débuter le road trip par une victoire. Oui, c'était super important. Et puis, on a déjà parlé d'Alpha Diallo et d'Eli Okobo qui font un début de saison extraordinaire. Mike James, il a eu un match avec une réussite qui va et qui vient. Mais finalement, à la fin, il a mis un gros shoot pour terminer le match. Donc, il est payé pour ça. Il est payé pour ça, il est là pour ça. Donc, clairement, c'est vraiment une victoire référence. Il y avait une confirmation d'attendue quelques jours plus tard sur le parquet du leader surprise de l'Euroleague, le Žalgiris Kaunas. Ça a failli le faire, une défaite 63-62 sur la dernière possession. Globalement sur ce match, déjà Ali, quand on voit le score, on se doute un petit peu du genre de match que c'était, 63-62. Oui, alors c'était pas du tout du basket champagne, c'était clairement une bagarre, mais ça c'est normal, c'est l'identité du Žalgiris Kaunas. Défendre d'abord et ensuite attaquer. Bon, je suis resté sur ma faim au niveau de la production offensive de Monaco, défensivement très bien, encore encaissé moins de 70 points, mais offensivement c'était très compliqué en sachant que le Žalgiris Kaunas c'est une très bonne équipe, défensivement ils sont très 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 bons sur les rotations, et même au niveau individuel, ils perdent pas les duels, quoi. Donc à partir de là, je me serais attendu à un peu plus de jeu collectif, mais malheureusement, Monaco est un peu tombé dans ses travers et ça a arrangé beaucoup le Žalgiris. Est-ce qu'on peut parler ensemble de cette dernière possession ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Monaco était derrière donc, d'un point, et à la balle de la gagne, et un temps mort en plus à négocier, et au final, Mike James s'empêtre un petit peu dans des dribbles pour au final perdre le ballon. La question que j'ai besoin de répondre, je n'ai pas vraiment pu entendre ce qui était dit au temps mort. C'est est-ce qu'il y avait eu un système en place ? Est-ce que c'est la volonté du coach de jouer, que Mike James joue un contre en milieu ? Ou alors est-ce que c'est Mike James qui a pris le ballon et qui s'est dit bon, vas-y, moi je m'occupe de tout ? En sachant que ça n'a pas vraiment fonctionné, justement, ce jeu 1 contre 1, voire 2, parce qu'il y a toujours une aide qui vient derrière, cette dernière possession était à l'image de la production offensive du match. C'est dur à analyser, puisque typiquement contre le Partizan, alors c'était pas dans le même timing, c'était peut-être
1 ou 2 minutes avant dans le Money Time, mais il va mettre des tirs comme ça. Donc c'est dur d'analyser puisqu'on sait qu'il est capable de les mettre, mais quand on voit la possession jouée comme ça, on se dit c'est une catastrophe, quoi. Il n'y a pas de système, il n'y a rien. Il n'y a rien. De toute façon, cette équipe joue beaucoup sur les individualités, beaucoup dans un contre un. De toute façon, et c'est aussi pour ça ce qui permet à Monaco d'être l'équipe qui perd le moins de ballons. Oui. C'est complètement dingue, je crois 8 de mémoire, c'est très très bien. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de passe. Et du coup, le revers de la médaille, c'est ça, c'est que on peut vraiment tomber dans de l'individualisme forcené. Et cette dernière possession est vraiment à l'image de ça. C'était pas une quinzaine top, vous l'aurez compris, donc en Euroleague, ce bilan d'une victoire pour 2 défaites, mais par contre Ali c'était mieux en Betclic Elite puisque Monaco a remporté ces 2 matchs, là aussi à l'extérieur, victoire 98-77 à Nancy et une victoire 83-74 à Gravelines Dunkerque avec le retour de l'ami Korkmaz qui a mis ses 8 petits points en 16 minutes et la première de Mike James en Betclic Elite cette saison. Oui, tout à fait, j'étais surpris de le voir en Betclic, ça faisait un bail quand même, et c'est bien, ça lui permet d'avoir du rythme. Alors il a fait un match normal, quoi. Oui. Korkmaz qui revient, qui met 8 points d'affilée, c'est bien, parce qu'il pourrait être très important dans le sens où Monaco a besoin de 3 points. Donc on en reparlera plus tard. Exactement, on va poursuivre justement l'analyse sur ces tirs à 3 points dans le point d'Ali. C'est votre chronique, Ali, et on va vous avez souhaité évoquer ce problème chronique justement de la Roca Team depuis le début de saison. 2 sur 19 à 3 points du côté de Kaunas, le dernier match d'Euroleague en date. Et si on regarde les stats un petit peu plus globalement depuis le début de saison d'Euroleague, 29% à 3 points, avant-dernière équipe dans cette catégorie de toute l'Euroleague. Comment expliquer justement ce déficit d'adresse longue distance depuis le début de saison pour Monaco ? À un moment donné, je commence à me poser des questions parce que vous parlez que le problème date depuis le début de saison. Non, le problème date depuis des années. Depuis des années, depuis l'arrivée de Monaco en Euroleague, il y a vraiment un problème d'adresse à 3 points. Alors, la question, c'est... alors, il y a une des réponses qui est qu'il y a des shoots très, très difficiles qui sont pris, notamment par les joueurs comme Mike James, par Eli Okobo. Mike James qui a combien de pourcents cette année ? À 17%. Alors, Mike James, je vais vous le dire, il est à 17% à 3 points, tout comme Jordan Lloyd. Voilà, Jordan Lloyd aussi qui a du mal à mettre dedans. Ce sont des tirs extrêmement difficiles parce que, justement, il y a une production collective qui n'est pas exceptionnelle. C'est vraiment beaucoup de tirs difficiles, mais casse-croûte. Voilà, on peut s'attendre quand même à une production un peu plus supérieure qu'une dizaine de pourcents. Après, il y a aussi une chose, c'est que ces joueurs qu'on vient de citer, ils créent beaucoup de décalage pour les tirs à 3 points, mais on les met pas non plus. Donc il y a des joueurs comme Papagiannis qui tournaient à 50% la saison dernière. 14% cette année. 14%, Donatas Motionas qui ne met pas dedans. 25%. J'ai l'impression que c'est contagieux en fait. Les seuls bons shooters entre guillemets sont Mathieu Strazel, Jaron Blossengue, mais Eli Okobo. Exactement. Ils sont tous à plus de 35%. Des pourcentages acceptables. Donc maintenant, est-ce que c'est une question individuelle ou collective ? Là franchement, je vous avoue que je commence à me poser des questions. Je ne sais point. C'est un peu le revers de la médaille, on le disait, de ce style de jeu d'isolation où on se retrouve souvent à 6-7 secondes de la fin de la possession et obligé d'envoyer un step back ou un tir compliqué quand d'autres équipes posent un système et libèrent un joueur, on va dire, via le jeu des écrans. Bien sûr, surtout que ça encourage les équipes adverses à fermer la raquette, à mettre le bus dans la raquette, quoi. Faire un catenaccio. Voilà, j'utilise un terme de footballistique au niveau du basket, parce qu'on va se dire, Monaco, c'est simple, hein. On ferme la raquette, on les laisse balancer des parpaings à 3 points, et puis c'est réglé. Mais clairement, il faut faire quelque chose pour l'adresse. Hein. Encore une fois, comme j'ai dit, il y a des joueurs qui créent des décalages. Mike James, il crée des décalages, Eli Okobo, il crée des décalages. Pour des shoots ouverts, ceux-là, il faut absolument les mettre, parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup trop facile pour l'adversaire. Problème donc plutôt de style de jeu plutôt que de joueurs, parce qu'on le sait, tous ces joueurs sont capables de mettre dedans à des pourcentages élevés. Sûrement, parce qu'en vrai, peut-être que tu te mets beaucoup de... tu perds beaucoup d'énergie à jouer constamment d'un contre un, etc., etc. Donc peut-être qu'il va falloir mettre en place des systèmes qui permettent d'avoir des paniers plus faciles pour pouvoir avoir des jambes plus fraîches pour les shoots. Et très souvent, on le voit à Ali, quand justement le pourcentage global à 3 points de l'équipe est aux alentours des 35-40%, ça se finit d'ailleurs souvent par une victoire. Tout à fait. Allez, on enchaîne avec la dernière chronique de cette émission, c'est la question du jour. La question du jour, mon cher Ali, consacrée à l'Euroleague et ou au Far West de l'Euroleague cette année, avec quelques tendances qui commencent à se dégager en ce début de saison. Je vais vous donner 4 chiffres et vous allez me dire celui qui vous surprend le plus. Žalgiris Kaunas, leader, 6 victoires, 1 défaite.
Pas loin derrière, le Bayern qui est dans le top 5 avec un bilan de 5 victoires et 2 défaites. Le Real, 11e seulement avec un bilan dans le négatif pour l'instant, 3 victoires, 4 défaites. Et Paris, qui est en positif à 4-3. Et quand on regarde on va dire les premiers matchs qui ont tourné en leur défaveur, ils pourraient presque être à 6-1 ou à 5-2 aussi. Donc, quelle est pour l'instant l'équipe qui vous surprend le plus sur ces 4 depuis le début de saison? Vous me posez une colle, là, c'est C'est dur. le but, c'est dur. l'émission. Bon, on va dire le Zalgiris premier, parce que je pense qu'absolument personne sur Terre aurait pu anticiper que le Zalgiris soit premier au bout de cette journée. Mais en tout cas, la forme du Zalgiris est très simple. Ils encaissent à peu près 71 points par match, c'est extraordinaire. Meilleure défense d'Euroleague. Grosse défense. Et après, ils gagnent les matchs dans des marges très fines. Encore une fois, là, ils gagnent de 1 point. À Milan, ils étaient à moins 27. Ils gagnent de quelques points. 3. Donc, clairement, c'est grosse défense et des joueurs clutch qui prennent les responsabilités, notamment Sylvain Francisco, ou Edgar Asulanovas, ou Giedraitis. Enfin bref, ils ont des joueurs pour mettre des gros tirs à la fin. Est-ce que c'est un signal quand on gagne comme ça? Ils ont remporté 4 matchs sur 7 par 3 points ou moins. Quand on gagne comme ça ces matchs serrés, ça donne une dynamique pour la suite, ça met tout le monde en confiance. Ça donne une dynamique, ça donne une expérience de victoire dans les matchs serrés, clairement. Maintenant, les mecs, ils savent gagner des matchs chauds. Et j'ai envie de dire, c'est très intéressant dans l'optique de la suite de la saison pour eux. En s'appuyant donc sur leur grosse défense, on l'a compris, du côté du Bayern, c'est l'inverse absolu, 88 points inscrits par match, meilleure attaque d'Euroleague, donc eux, c'est du basket tout feu, tout flamme. Voilà, un jeu flamboyant, à l'image de Gordon Herbert, qui est l'entraîneur du Bayern Munich, qui était l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, qui a eu des super résultats ces derniers temps, champion du monde notamment. Et voilà, il applique ses méthodes, il a des joueurs pour, Shabazz Napier, Carson Edwards, Devin Booker. Je peux te dire que voilà, c'est pas extraordinaire, mais voilà, le maestro sait tirer le maximum de ses joueurs. Et clairement, le Bayern Munich, c'est une équipe très intéressante à avoir joué. Pour le Real, est-ce qu'on peut dire qu'une page s'est tournée? On est sur un changement de génération et que c'est vraiment compliqué de remplacer des légendes, déjà comme Chacho, comme Fernandez, tout ça, et Gershon Yabusele qui est reparti en NBA. Bien sûr. Pour moi, Gershon, c'est la plus grosse perte, clairement. Parce que c'est pour moi l'un des tout meilleurs ailiers forts d'Euroleague avec Sacha Vezenkov. Ouais. Et pour le remplacer, il faut se lever très tôt. Même Vincent Poirier, au final. Vincent Poirier, on n'en a pas parlé, mais effectivement, Vincent Poirier, c'était une doublure de luxe pour Walter Tavares. Il n'est plus là. Sergio Rodriguez et plus Sergio Rodriguez que Rudy Fernandez, parce que Rudy Fernandez était quand même sur la jambe. Ouais. Il était vraiment important aussi pour son côté clutch. Ils ont été remplacés par Serge Ibaka, qui est un peu vieillissant, Ousmane Garouba, des joueurs que je ne connaissais pas, Ratan Mays par exemple. Et il faut aussi se dire, peut-être que là on voit aussi quelques limites de coaching de Pablo Lasso. Pour moi, le Real Madrid est dans une vraie galère. Et pour finir donc par cette 4e stat qui nous a tapé dans l'œil, j'allais dire, le Paris Basket qui est en positif et sur certains matchs du début de saison qu'ils n'ont pas pris, il pourrait même être à 6-1 ou à 5-2. C'est bluffant ce début pour le Paris Basket en Euroleague. Bluffant parce que moi j'ai dit avant, j'y croyais pas du tout parce que coach tout neuf, coach novice à ce niveau en tant que head coach en Euroleague, il fait un très bon boulot. Il y a certains joueurs dont j'étais pas sûr qu'ils avaient le niveau Euroleague. Finalement, on voit qu'ils ont le niveau Euroleague. Des Tyson Ward, des Colin Malcolm, des Michael Youngtunen, TJ Short qui est carrément en lice pour devenir MVP de l'Euroleague, et des role players qui envoient de la maillotche aussi. T'as vraiment une hiérarchie très bien mise en place. Et effectivement, Paris, ça fonctionne et franchement, c'est hyper intéressant de les voir à ce niveau-là. Et on est content pour Yacouba Ouattara qui est au milieu de cette équation et à qui on souhaite une belle saison, bien sûr. Tout à fait. Captain, courage. Exactement. Ali, merci beaucoup. C'était un plaisir, comme d'habitude, d'avoir pu analyser cette quinzaine basket avec vous. Et puis, on se retrouve, pas ce lundi, mais celui d'après pour une nouvelle émission des Experts Basket.